Merci beaucoup pour cet entretien. Et il y a pas mal de personnes qui savent qu'on se voit à cette heure et qui vous remercient. Donc, je passe le message de leur part, qui vous remercie pour tout le travail que vous faites et la belle personne humaine que vous êtes. Voilà, donc on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Et en tout cas, je le pense aussi, évidemment, sincèrement. Merci pour cet entretien. Donc, au sein de notre association, on essaie de lutter en tout cas contre les violences infantiles. On note que les violences augmentent d'année en année sur les enfants, d'après le rapport de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, surtout les violences sexuelles et les violences psychologiques aussi, qui sont les premières causes d'appel au 119 d'ailleurs. Vous avez présidé la commission des 1000 jours qui met en place depuis un an pas mal de choses, mais j'ai lu que seulement deux recommandations sur les plus de 70 que vous avez proposées avaient été prises par les politiques. Mon sentiment aujourd'hui, quand on voit aussi la pauvreté chez les jeunes, c'est qu'on ne protège pas assez les enfants, et les jeunes notamment, évidemment. Ma première question, c'est face à des violences physiques ou psychologiques, ou les deux étant enfants, est-ce que ça va donner un développement différent, que ce soit une fille ou un garçon, pour leur comportement plus tard futur, et quel comportement différent cela peut engendrer qu'on exerce des violences sur une fille ou un garçon au niveau du développement cognitif, affectif, etc. Alors, tous nos comportements influencent le développement des enfants, puisque les enfants se développent dans des niches sensorielles écologiques. D'abord, c'est le ventre de leur mère qui déjà transmet des informations relationnelles. Ensuite, c'est le corps de leur mère, où il doit y avoir d'autres figures d'attachement que la mère. Et ensuite, ce sont les récits sociaux. Or, les garçons sont plus maltraités physiquement que les filles, et les filles sont plus agressées sexuellement que les garçons. Et ça, c'est de tout temps. J'ai lu des travaux au 19e siècle, à l'époque où on disait que les parents ne pouvaient pas maltraiter leurs enfants. C'était impensable. La mère, c'était la maman gâteau, et le père, c'était le papa pélican qui partait travailler le matin très tôt, qui donnait tout son salaire à sa femme, ce que j'ai connu, ce que j'ai vu. Et donc la maltraitance était impossible à penser. Quand un enfant se plaignait, on disait que c'était un menteur. On ne le croyait pas. Tout enfant qui se plaignait était un menteur, et quand des filles, plus que des garçons, témoignaient de relations incestueuses, on riait et on disait ça se passe peut-être à la campagne, chez les paysans, mais pas chez nous, les gens civilisés des villes. Et bien sûr, tout ça, c'était les stéréotypes étonnamment faux. Mais notre culture 19e et même une grande partie du 20e était organisée autour de ces stéréotypes culturels que tout le monde récitait et y croyait, et le Ouais. réel était ailleurs. Donc il a fallu faire des démarches cliniques, scientifiques, pour essayer d'évaluer un petit peu ce qui se passe. Alors, quelle que soit la culture, quand on fait des évaluations, des enquêtes, on constate que les garçons sont régulièrement battus. C'était même une règle d'éducation. Quand j'étais enfant, j'ai entendu il faut dresser les garçons, sinon ça va devenir des bêtes sauvages, et il faut entraver les filles, sinon elles vont toutes se prostituer. Et c'est avec ces doux principes éducatifs qu'on a fait des siècles de civilisation. Or maintenant, ça marche plus. On n'a plus envie de se soumettre à ces stéréotypes, et on a envie de comprendre un peu ce qu'il faut faire pour que les enfants se développent un peu mieux. Or, le développement des garçons et des filles est très tôt différent. Déjà, dans l'utérus, dès le 14e jour, les fœtus qui sécrètent un tout petit peu plus de testostérone que les filles vont déjà avoir des développements différents. Et à partir du 14e jour, ce qui va donner les testicules descendent chez les garçons et sortent de l'abdomen pour donner les génitoires masculines, alors que chez les filles, cette minuscule petite différence d'hormones fait que l'appareil génitoire va rester dans l'abdomen de la future femme, et ça va donner les ovaires, le vagin et l'utérus. Or, ça, c'est une différenciation anatomique qui commence dès le 14e jour dans l'utérus. Quand un bébé arrive au monde, il est soumis à une double contrainte opposée. La contrainte des hormones, qui ont un effet développemental physique et je crois aussi psychique,
et les stéréotypes culturels dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est bien qu'un garçon ait un mauvais caractère et il est bien qu'une fille soit soumise. Et pourquoi il y avait ces stéréotypes? Parce que vous faites partie de la première génération qui a passé 50 ans de sa vie sans aucune guerre à la maison. Quand je suis arrivé au monde en 1937, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était celle du couple et Mm. de la famille quand elle voulait bien, quand elle marchait bien. Il n'y avait pas de sécurité sociale. Si l'un était malade, c'est l'autre qui payait et qui soignait, souvent, pas toujours. Quand il y avait des vieux, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que euh, en, en 100 ans, l'espérance de vie des hommes a doublé et en 150 ans, entre la découverte de Semmelweis, sa prophylaxie de l'accouchement, 1861 et aujourd'hui, l'espérance de vie des femmes a triplé. Mm. L'espérance de vie des femmes était de 36 ans à l'époque de Semmelweis, prophylaxie de l'accouchement. Aujourd'hui, une petite fille sur deux deviendra centenaire ou presque centenaire. Donc c'est une métamorphose culturelle énorme. Et là, on constate que les enfants se développent différemment de leurs parents et surtout de leurs grands-parents. Les filles sont plus grandes, elles vont à l'école, elles deviennent plus. L'école est devenue une valeur. Je fais partie d'une génération où il n'y avait que 3% des enfants qui passaient le baccalauréat. Aujourd'hui, ça dépasse les 90%. Et c'est-à-dire qu'avant, à 11, 12 ans, 3% des enfants continuaient au lycée, les autres allaient, les garçons s'en préparaient à la mine, à l'armée, à l'usine, au champ. Les filles se préparaient à l'usine, un ouvrier sur trois était une femme. Au champ, elles travaillaient avec les hommes. À la basse-cour, il y avait déjà une sexualisation du travail. Elles n'allaient et à la maison, elles ne descendaient pas au fond des mines, même si elles travaillaient en surface sur le parquet, comme on disait, des mines. Donc l'ontogenèse, le développement continu de soi sous les pressions du contexte, commence dans l'utérus, continue dans l'affectivité et continue dans les stéréotypes socio-culturels. Alors, on constate aujourd'hui que les petits garçons se développent en retard sur les filles et qu'à 12 ans, les petits garçons ont déjà 2 ans de retard sur les filles, ce qui, au point de vue scolaire, est un avantage faramineux pour les filles. On constate qu'une petite fille et une jeune femme qui passe le bac, c'est une jeune femme. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait gouverner sa vie, elle a terminé sa fatigue de croissance. Mm. Alors qu'un garçon qui passe le bac a 2 ans de retard sur le plan neuropsychologique et il ne s'intéresse qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. C'est-à-dire que, et au point de vue scolaire, c'est pas terrible. Mm. Et au point de vue choix d'existence aussi. Donc ça va poser un problème anthropologique énorme pour vos petits-enfants, pour vos enfants, pour mes petits-enfants. Ça va poser un problème anthropologique énorme, c'est que devenir garçon, ça va être étonnamment différent, et devenir fille, ça va devenir étonnamment différent de ce que c'était pour vos grands-parents et pour vos aïeux. Alors, on constate que les petits garçons aujourd'hui sont très intolérants à la frustration. Ouais. Mm. Les filles réagissent mieux à l'inévitable frustration et peut-être même à la nécessaire frustration. Les filles réagissent mieux parce que comme elles sont plus paisibles, elles ont déjà un développement plus avancé que les garçons. En cas de frustration, tu sortiras pas ce soir, ou je t'aime plus, tu me casses les pieds. En cas de frustration, elles trouvent très vite un substitut. Elles vont se confier, pas tellement à leurs parents, très peu à leur père, un peu à leur mère, beaucoup à la meilleure amie. Et le simple fait, donc, elles font un petit réseau affectif qui fait que, en cas de frustration, les filles réagissent mieux, elles surmontent mieux l'inévitable chagrin qu'on a tous connu, hein, et qui fait peut-être partie d'ailleurs de la maturation nécessaire, parce qu'on voit que les enfants trop protégés deviennent très vulnérables. Est-ce Alors, qu'elles communiquent plus aussi? Ou les alors garçons communiquent moins? ah ben, c'est ce que je viens de vous proposer. Les filles trouvent tout de suite un substitut.
alors que les garçons serrent les dents et explosent. Ou bien ils s'inhibent, ou bien ils explosent. Et dans les deux cas, ça trouble leur socialisation. Ils savent moins se confier, comme vous l'avez dit. Ils ont un retard de langage, ils parlent moins bien que les filles, ils maîtrisent moins la parole que les filles, donc ils se défendent moins bien de la frustration que les filles. Donc ça fait, et ça participe d'ailleurs à la violence des hommes, qui est beaucoup plus grande que la violence des femmes. La délinquance, c'est pratiquement qu'un phénomène d'homme, que ce soit la délinquance sexuelle, où j'ai eu à accompagner la délinquance, l'inceste, les mères incestueuses existent, les femmes pédophiles existent. J'ai eu à en accompagner en psychologie, mais elles sont en toute petite minorité, un tout petit chiffre par rapport aux garçons, aux hommes, qui représentent la majorité de toutes les violences. Alors probablement que là, il y a la violence des garçons, elle est physique, elle est morale, elle est sexuelle, elle est même dans la délinquance routière. Les femmes font plus de carrosserie mais moins d'accidents graves que les hommes parce qu'elles respectent les codes, elles s'arrêtent au stop, elles respectent le feu rouge, enfin, et, et elles s'adaptent mieux. Ça retrouve l'idée de tout à l'heure. Elles s'adaptent mieux, donc elles font moins de bêtises, elles maîtrisent mieux leurs émotions. Elles sont donc, et alors, on dit que les filles sont plus sensibles que les garçons, ce que je ne crois pas. J'ai dirigé une thèse sur le sentiment amoureux des enfants. Les garçons sont constamment amoureux d'une fille, même les petits garçons, ce qui n'est pas le cas des petites filles. Les petites filles trouvent que les garçons, ils sont bêtes, ces garçons. Euh, Elles disent tout ça quand elles sont petites, et puis quand elles arrivent à 13, 14, 15 ans, elles changent de discours. Ah, tu crois qu'il m'a regardé, tu crois que... Elles changent complètement de discours. Donc ça veut dire que l'ontogenèse, devenir garçon, c'est très différent de devenir fille, avec des déterminismes biologiques, affectifs, socioculturels. Et justement, avant de passer à la question 2 qui va dans ce sens, est-ce que c'est pour ça que vous dites aujourd'hui qu'on a du mal à identifier le père, l'image du père et son rôle? Est-ce que c'est lié à ça aussi? Mais oui, alors le mot père désigne des statuts désignés et des statuts masculins étonnamment différents. Au Moyen Âge, le père, euh, c'était c'était monseigneur, ce qui a donné monsieur. Vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de femmes qui appellent leur mari monseigneur. Ouais, ouais. Ça a un peu changé, évolué, oui. Ça a un peu changé. Ça s'est fait. Le père, ensuite, le Code Napoléon, en 1804, a donné aux hommes, pas aux femmes, le rôle de chef de famille. Mm. Sauf que les chefs de famille avaient l'administration et le droit pour eux, mais ils n'étaient jamais dans leur famille. Et c'est les femmes qui géraient tout. Donc là, il y avait une stupidité, une injustice sociale qui a été réparée seulement en 1974, parce que maintenant, il y a la responsabilité parentale. Et je crois que dans cette nouvelle responsabilité parentale, les femmes sont dominantes. C'est elles qui décident ce qu'il faut faire et les hommes contestent, approuvent, suivent. C'est les femmes qui donnent l'impulsion. Donc, on a changé de domination. La domination des hommes était stupide et injuste. La domination des femmes, elle n'est pas stupide parce qu'elles sont plus attentives aux autres. Les échelles d'empathie montrent qu'elles sont plus empathiques que les hommes. Elles cherchent mieux à comprendre les autres que les hommes. D'ailleurs, on voit dans les métiers du soin, il y a une très forte majorité de femmes. Ça dépasse les 80%, de loin. Chez les infirmières, chez les médecins, euh, des aides-soignantes, ça frôle, dans certains cas, ça frôle les 90%. Alors quand les féministes disent c'est parce que ces métiers sont moins payés, c'est pas vrai. Les femmes médecins sont payées exactement comme les hommes médecins. Et pourtant, il y a 80% des chefs de clinique actuellement sont des femmes qui gèrent leur vie différemment. Mm. Ils veulent travailler, s'épanouir et s'occuper de leur famille, ce qu'on peut considérer comme une forme d'équilibre, mais ça fait une bonne journée pour les femmes et ça explique
et ça explique l'augmentation des dépressions périnatales qu'on a souligné, qui est insupportable, parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour diminuer les dépressions périnatales. Il suffit de permettre aux femmes qui viennent de mettre au monde un bébé de ne pas être seules. Bah oui. Or, elles sont de plus en plus seules. Alors que l'épanouissement des femmes n'a jamais été aussi bon qu'en Occident aujourd'hui, elles dépriment comme jamais. Et enfin, avant, elles déprimaient sûrement, ben, on disait que c'était la nature féminine, alors qu'en fait, c'était l'entrave et la solitude. Or, actuellement, les femmes sont beaucoup moins entravées, elles ont beaucoup plus de droits, même s'il y a encore des progrès à ajuster, elles ont beaucoup plus de droits et elles dépriment autant, et même on voit apparaître des suicides de jeunes mères avec des bébés de quelques mois. Ouais. Mais C'est la société change et le schéma familial aussi. Il y a aussi beaucoup de mères seules. et voilà, c'est ça, exactement. Les mères sont nouvelles, les pères sont nouveaux, les structures familiales sont nouvelles, et c'est là que je vais répondre à votre question. Les structures familiales actuellement ne protègent pas les enfants. Avant, les Africains ont un beau proverbe qui a été repris par les Américains et par nous. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est vrai. Je pense que si la mère est seule avec son enfant, dans un premier temps, l'enfant se développe bien. Et comment il fait pour devenir autonome? Eh bien, il fait pas. Il devient pas autonome, ou alors, pour devenir autonome, il devient autonome par la violence contre sa mère. Et on parle toujours de la violence des adultes contre les enfants. Ce qu'il faut faire, il y a pourtant beaucoup de publications de la violence des enfants contre leurs parents, qui existe, qui est évaluée, qui est importante et dont on ne parle jamais. Ça n'entre pas dans la culture. Et pourtant, il y a beaucoup de travaux j'y ai participé. À Bilbao, Pereira a fait toute une grosse équipe. À Toulon, on a fait une petite équipe. À Paris, à Lausanne, il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a de plus en plus de parents battus par leurs enfants. On parle tout le temps de la violence père, femme, père, enfant, parce que c'est vrai qu'elle est majoritaire et que là, il y a un problème que peut-être j'ai traité tout à l'heure en parlant de l'incapacité des garçons à résister à la frustration. Ils réagissent par l'inhibition et l'explosion. Donc c'est la violence masculine, beaucoup plus, très peu féminine et beaucoup plus masculine. Les infanticides, alors les féminicides, comme on dit, c'est une très forte majorité d'hommes, même s'il y a des femmes de temps en temps qui s'y mettent, mais elles sont très minoritaires, hein. J'ai eu l'occasion d'en accompagner, elles sont d'une violence stupéfiante, mais en population, elles sont très minoritaires par rapport aux hommes. Or, Hmm. dans l'infanticide, les femmes sont majoritaires, on n'en parle jamais. On parle pas beaucoup. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est comme la violence, c'est pas pensé. C'est un nouveau stéréotype, c'est pas pensé. On pense pas que les enfants puissent battre leurs parents et on pense pas qu'une femme peut violer son fils ou sa fille. Je n'ai eu qu'un cas à accompagner, mais c'était une mère qui avait imposé des relations sexuelles à sa propre fille. C'est pas pensable, ça rentre. Alors je le redis volontairement, c'est très minoritaire par rapport aux hommes, mais ça existe. Ça existe. Ouais. La Alors femme, justement, est-ce que les violences dans l'enfance sur les garçons expliqueraient qu'il y ait 97% d'agresseurs sexuels à l'âge adulte chez les hommes? Qu'est-ce qui alors, explique autant ce chiffre énorme et autant de violences sexuelles sur les enfants par des hommes globalement, quoi? alors oui, 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 bien, la violence sexuelle, statistiquement, c'est un homme, hein. Même si de temps en temps, on a la surprise de voir des femmes qui sont statistiquement, populationnellement, c'est un homme. Alors moi, je pense que c'est parce que notre culture n'apprend pas aux garçons à gouverner leurs émotions. Et Ouais, comme je le disais dès la première réponse à votre première question, les filles réagissent mieux parce qu'elles parlent mieux et qu'en cas de frustration, elles se défendent mieux que les garçons. La première, elles s'occupent de leur maison. Alors ça, si je dis ça aux féministes, je vais me faire assassiner. Parce que le fait de s'occuper de sa maison, pour une femme, c'est un excellent tranquillisant. C'est une fatigue.
physique, c'est une charge mentale, comme disent les féministes. À coup sûr, c'est vrai, mais en même temps, elles fabriquent leur nid qui les sécurise. C'est là qu'elles se reposent le mieux. Mmh. C'est là qu'elles se décontractent, elles sont chez elles, en familiarité, elles calment leurs angoisses en étant chez elles. Donc elles le payent par le travail, par la charge mentale, mais elles ont fabriqué le nid qui les sécurise, ce qui n'est pas le cas des garçons. La plupart des hommes habitent chez leurs femmes. Et c'est et les garçons n'apprennent pas à gouverner. Alors peut-être parce qu'ils sont en retard sur les filles, peut-être parce qu'ils savent, surtout on n'apprend pas aux garçons à gérer leurs émotions. Ça, il faudrait peut-être juste leur apprendre aussi à les reconnaître et à les accepter, que les garçons ont aussi des émotions, une sensibilité, et plus communiquer avec les enfants garçons dans ce cas, Mais apprendre à davantage communiquer. il faudrait leur apprendre. Alors jusqu'à maintenant, et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, on utilise la violence des garçons pour en faire des guerriers ou pour les faire travailler 15 heures par jour. C'est-à-dire non seulement on n'apprend pas aux garçons à gérer leurs émotions, mais on encourage leur violence. C'est un homme c'est viril, c'est un mauvais caractère, ça s'exprime. Et beaucoup de femmes, quand j'étais gamin, dans les années d'après-guerre, quand un garçon n'était pas bagarreur et refusait de se battre dans la rue, il était méprisé par ses copains, par les filles et par sa propre mère, qu'il appelait femmelette. La mère, quand son fils se battait pas dans la rue ou à l'école, la mère avait honte de son fils. C'est une femmelette. Je l'ai entendu, ça, c'était un stéréotype qu'on entendait. Donc, non seulement on n'apprenait pas et on n'apprend toujours pas aux garçons à gouverner leurs émotions qui se traduit en violence explosive ou en inhibition, c'est la même chose, hein. Un garçon inhibé, c'est un garçon qui peut exploser. Les 2 sont associés. Il n'a pas l'harmonie, il ne sait pas parler, il ne sait pas appeler au secours, donc il n'a pas cette harmonie que les filles acquièrent très tôt. Donc, et parce que pendant des millénaires, probablement des millénaires, on a utilisé la violence des garçons et même la plupart des cultures ont renforcé la violence des garçons pour en faire des guerriers ou pour les faire travailler 15 heures par jour et tout donner à leurs femmes. On a fabriqué du social comme ça, grâce à la violence des hommes et en entravant les femmes. Il se trouve que depuis, on va dire, 2 générations, pas plus, hein, on a envie d'établir entre nous, hommes et femmes, des rapports humains différents. Et ça, c'est une révolution culturelle qui se prépare, qui est considérée, que je considère, et vous aussi, comme un immense progrès, mais qui est pas facile à aborder parce que regardez ce qui se passe, surtout pour les femmes, dès qu'on n'est pas d'accord avec elles, elles ressentent ça comme une agression. Hein, parce que pour elles, c'est la libération. Elles s'épanouissent enfin et Mmh. on les critique. Ah ben non, vous n'allez pas m'empêcher de m'épanouir. Donc on comprend qu'alors du coup, les femmes deviennent intolérantes à la frustration, comme les garçons le sont encore. Mais heureusement, elle l'exprime, donc ça se passe mieux après. Non, pas forcément, parce que regardez comme certaines féministes sont en train de développer la haine. Il y a des filles qui ont écrit des livres dont elles sont fières, qui expliquent qu'il ne faut pas lire un livre écrit par un homme, il ne faut pas écouter une musique écrite par un homme, et il faut rester entre femmes. Est-ce Moi, que je c'est trouve pas vrai? que c'est assez dangereux et qu'on est un peu dans dans ce discours en ce moment, et d'où la difficulté pour les hommes aussi et les pères à trouver une place aussi, quoi. Voilà, exactement. Et ça, c'est le danger des révolutions, c'est que la Révolution française était nécessaire parce que les aristocrates avaient exploité le peuple pendant 1000 ans, la terreur n'était pas nécessaire. Mmh. La révolution russe était nécessaire parce que la Russie blanche était très belle, très cultivée, très francophile. Le goulag n'était pas nécessaire. L'épanouissement des femmes est nécessaire, ça fait partie des progrès dont notre société doit être fière. Le sexisme féministe qui apparaît maintenant n'est pas nécessaire. Alors, on va développer des actions à l'outre-mer notamment, et récemment, il y a plusieurs études qui sont sorties qui notent que les violences sur les enfants, qu'elles soient physiques ou sexuelles, enfin, il y en a beaucoup plus à l'outre-mer qu'en métropole.
Euh, Est-ce que vous pensez que c'est à cause du schéma familial ou en tout cas qui n'est pas le même que le nôtre, où la violence est encore très présente sur les enfants pour l'éducation? Eh ben, Euh, et juste pour rester dans ce même domaine, du coup, on m'a posé une question. Est-ce que les sociétés marquées par l'esclavage sont plus violentes que les autres? eh ben voilà. Je pense que les sociétés, le poids de l'esclavage est très lourd et transmet quelque chose à travers les générations. Parce que pour faire des esclaves, il fallait voler des hommes et des femmes et les empêcher de faire une famille. Et je souligne ça. Mm. Les femmes étaient dans les maisons, elles s'occupaient de la maison, pourquoi pas, elles s'occupaient des enfants blancs, pourquoi pas, et elles se faisaient régulièrement violer. Les hommes étaient dehors, elles travaillaient sans être payées, en étant battus, en étant mutilés, en étant humiliés, et la séparation des sexes empêchait les Noirs africains devenus américains, les empêchait de refaire une famille, les empêchait. Et la phrase que je souligne, et j'espère qu'on reprendra, c'est que le fait de ne pas faire de famille est un préparateur à la violence extrême. C'est-à-dire que quand il y a une famille avec des rôles structurés, une maman, un papa, la grande sœur, la grand-mère, la tante, le village, comme disent les Africains, quand il y a une structure autour des enfants, on apprend aux filles à s'épanouir, les filles sont plus faciles et plus agréables à élever que les garçons. On apprend aux garçons, tu ne peux pas tout te permettre. Mais pour dire à un garçon, tu ne peux pas tout te permettre, il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'il y ait une loi. Quand il n'y a pas de famille, d'où vient l'autorité? Eh bien, quand il n'y a pas de famille, c'est la loi du plus fort, la violence. Généralement, c'est un garçon. Un jeune garçon de 18 ans, 20 ans, 16 ans, comme je l'ai vu à Mexico, où j'ai vu des bandes de garçons, pas de filles, qui terrorisaient les quartiers entiers parce qu'ils étaient armés, rien n'arrêtait leur violence, ils étaient admirés par des femmes, ils avaient tous, ces chefs avaient deux, trois, quatre femmes, toutes enceintes, toutes âgées de 14, 15, 16 ans. Mm. Donc voilà, ce que je viens de dire, ça définit l'anomie. Quand il n'y a pas de structure familiale, il y a une anomie. Et quand il y a une anomie, c'est la loi du plus fort, comme ce que je viens de vous proposer à Mexico. Mais je l'ai vu en Colombie aussi, et je pense que ça se voit partout où les familles sont déstructurées. Donc le point faible de notre culture, c'est la déstructuration familiale. Et depuis justement, est-ce que justement cette violence, ou en tout cas ce que vous venez de dire par rapport aux familles, passe les générations pour qu'aujourd'hui encore on puisse même poser la question de savoir si les sociétés violentes le sont à cause de l'esclavage qu'elles ont subi. Oui, mais j'ai répondu, puisqu'ils ne pouvaient pas faire de famille. Donc ça transmettait, ça faisait les conditions parfaites pour la violence. Hmm. Puisqu'il y avait l'esclavagiste, les négriers, les empêchaient de faire une famille. Donc, ça transmettait, la transmission, à travers les générations, se faisait par la violence, et les garçons apprenaient à être violents, comme ça a été le cas de pratiquement toutes les cultures, même en Occident, où on a fait de la culture grâce à la violence des garçons. Les Hmm. femmes étaient souvent admiratives du chef violent, comme ça existe encore. Donc, j'ai répondu à votre Ouais, question. ouais. Et justement, est-ce que les violences dans l'enfance sont un facteur important de délinquance pour les adolescents? Alors, si on fait rien, oui, mais qui nous demande de rien faire? Si on fait, il y a eu si on propose à ces enfants des structures affectives et familiales, la transmission de la violence s'arrête en une seule génération. Hmm. Et ce qui me permet d'affirmer ça, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale en France, il y avait presque 300 000 orphelins. Ces orphelins ont été bien entourés par des structures, par l'assistance publique, non, c'était pas bien, mais par des associations laïques, religieuses, idéologiques. Il y avait beaucoup d'associations juives ou communistes qui se sont très bien occupées de ces enfants. La violence s'est arrêtée dès la première génération.
l'abbé Plaquevent, qui était un chrétien, avait organisé près de chez moi, où j'ai été, une institution chrétienne où il y avait des structures, il y avait des analogues de famille, il y avait des équivalents de maman, des équivalents de papa, des otages. La violence ne s'est pas transmise, elle a été arrêtée dès la première génération. Alors qu'aujourd'hui, on voit à l'aide sociale à l'enfance en France, aujourd'hui, il y a presque 300 000 enfants. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que les éducateurs sont débordés, parce qu'on confie à l'aide sociale à l'enfance des enfants déjà massacrés, alors que les orphelins de la guerre de 40 avaient eu une structure familiale avant de devenir orphelins. Donc il a suffi leur tendre la main pour arrêter la transmission de la violence, alors que là, ces 300 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils sont massacrés avant d'être confiés à l'aide sociale à l'enfance, et ils entrent dans des structures qui ne leur permettent pas, qui ne leur offrent pas des équivalents familiaux. Donc ils arrivent à 18 ans, maintenant 21 ans, sans structure, et là on voit que il y a énormément d'enfants qui vont à la rue, de filles qui se prostituent pour survivre et de garçons qui deviennent délinquants pour survivre. C'est donc, ça confirme ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est la défaillance de structures familiales qui favorise toutes les formes de délinquance. Alors, pour finir, justement, j'ai l'impression qu'on est dans un monde un peu de transition et de changement de société, une sorte d'entre-deux, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses entre les crises climatiques, les guerres, les crises sanitaires, la culture qui, pour moi, est en chute libre. On n'a pas de mouvement artistique nouveau, on parle pas beaucoup de philosophie, le niveau scolaire est en baisse aussi. Notamment, il y a beaucoup de souffrances dans plein de secteurs, la santé, la pédiatrie, donc l'aide sociale à l'enfance aussi, mais pas que. Quel est le monde qui nous attend selon vous et comment ça va évoluer qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour rétablir un équilibre, on va dire, où il y a moins de violence, où les gens se sentent quand même mieux dans leur peau, etc. Alors, les gens, C'est sûrement politique, évidemment, hein, aussi, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est qu'on est contraint à faire des réformes. Est-ce qu'on va savoir les faire? Les réformes sont toujours orageuses, mais on est contraint à faire des réformes. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Les petites filles d'aujourd'hui ne sont pas les petites filles d'hier. Les garçons d'aujourd'hui devront apprendre à être hommes, devenir hommes de manière très différente. Donc, il faudra faire des réformes. Et ce qui caractérise le monde vivant est caractérisé par les réformes. Le monde des végétaux, les végétaux qu'on a aujourd'hui ne sont pas les végétaux qui existaient en France au Moyen Âge. C'est pas les mêmes. Les animaux sont pas les mêmes. Il y a des espèces qui ont disparu, d'autres espèces qui ont modifié leur comportement. Les êtres humains sont pas les mêmes. On est beaucoup plus grand, les filles sont beaucoup plus grandes. Et ça, sur la planète entière. J'ai travaillé en Chine il y a 2 ans. Avant, les femmes étaient des petites Chinoises aux jambes arquées. Maintenant, vous avez des Chinoises d'1,80 m aux jambes droites. C'est-à-dire même l'anatomie est complètement modifiée, la psychologie est modifiée, l'aventure sociale est modifiée, et d'autres formes de souffrance apparaissent. Et on voit que, par exemple, en Chine, où les filles se développent beaucoup mieux qu'avant, physiquement, moralement et socialement, eh bien, elles se suicident beaucoup plus que les garçons. Donc, donc, il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. Et je pense que nous, on est contraints à réfléchir, on est contraints à faire des réformes familiales, ce ouais. qui, ce qui n'est pas évident parce que les revendications des jeunes, c'est de faire 4 ou 5 couples dans leur vie. Et ça, c'est une déstructuration familiale. Et les jeunes vont changer de métier plusieurs fois dans leur vie. Et ça aussi, parfois, c'est un progrès. Parfois, c'est une difficulté. On le voit à Toulon avec les enfants de militaires. Les militaires changent de tous les 3 ans, ils déménagent tous les 3 ans. Leurs enfants sont en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des copains, se stabiliser dans un quartier. Et ça met les enfants en difficulté. Or, notre culture, là, est en train de faire une culture de rupture de rythme, plusieurs couples, plusieurs métiers, plusieurs déménagements, ce qui ne convient pas aux enfants. Mais donc, si
et ça pose un autre problème, c'est que est-ce que les jeunes adultes vont accepter de faire un ou deux couples, un, deux ou trois métiers pendant leur vie? Je ne sais pas, c'est à discuter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut que l'école change. Le sprint scolaire ne donne pas de bons résultats. Surstimuler les enfants diminue leur performance scolaire. Surstimuler les femmes provoque une augmentation du burn-out féminin, pas plus que masculin. Il y a beaucoup de dépression, d'épuisement chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes. Donc, il faudra repenser complètement la culture. Et ça va faire des débats, des livres passionnants, mais pas forcément faciles. Ouais. Donc, il faut aussi ramener, en dehors de tout ça, parce que c'est un vrai changement culturel, ça c'est clair, et de société, mais aussi, comme vous le dites, une niche protectrice aussi pour les enfants. Ça, c'est indispensable, en fait, pour les... Ah, c'est tout le thème, toutes mes réponses sont organisées par ça. Il y a 3 niches sensorielles à faire. Le ventre, et c'est ce qu'on a travaillé aux 1000 premiers jours, qui a été repris dans beaucoup de pays étrangers. Il y a 3 niches sensorielles à faire: le ventre des femmes, les bras des femmes avec des hommes, des grands-mères, un village, et les récits culturels racontés, démontrer qu'une femme peut s'épanouir, qu'un homme n'est pas obligé de devenir violent, que sur le plan sexuel, on ne peut pas tout se permettre. Il faut donc revaloriser les interdits, alors que notre culture a passé depuis des décennies, on combat les interdits. Le résultat, c'est qu'il y a une augmentation des incestes. Hmm. Vous m'entendez encore là? Oui, oui, je vous entends, oui. Voilà. On a combattu l'interdit depuis mai 60, tous les interdits depuis mai 68, et on a déstructuré les familles. C'est comme ça que j'explique l'augmentation stupéfiante des incestes. Les viols ne sont pas diminués, quoique les viols augmentent chaque fois qu'il y a une désorganisation sociale. Et Hmm. les incestes aussi. Ce sont des symptômes. En période de guerre, les femmes sont violées. Ça, c'est clair, hein. Toutes les guerres. Parce que les soldats sont entraînés à la violence, on leur donne des armes, on leur apprend la violence, on les décore s'ils passent à l'acte violent. Donc, au début, il y a une armée, il y a une règle, il y a une intendance, il y a les hôpitaux qui suivent. Dès les premiers combats, l'intendance ne suit plus, les hôpitaux ne suivent plus. Maintenant, on bombarde, dans les guerres modernes, on bombarde les hôpitaux. Donc les hommes affamés rentrent dans les maisons pour piller, et s'il y a une femme, eh ben, ils se servent aussi. Donc le viol et l'inceste sont des indices très fiables de la désorganisation sociale. Alors, terminons par une note positive. Hein. Dites-moi ce que... Dites-moi une note positive pour terminer. Ben, l'évolution, c'est toujours faite comme ça. Ouais. L'évolution des plantes, l'évolution des animaux, l'évolution des sociétés, c'est toujours fait après des catastrophes comme celles qu'on connaît. Donc l'avenir nous appartient puisqu'on est en pleine catastrophe, donc on est contraint à l'évolution. Donc on réforme. Bon, Bon, merci beaucoup en tout cas. bon courage. Merci vous aussi en tout cas et à bientôt j'espère. Au revoir. Au revoir, merci.